Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Je suis Richard Michaud, j'ai 30 ans et je suis Top Voice Finance sur LinkedIn. Dans Inside Banking, le podcast, je te partage ma passion pour le secteur financier et je donne la parole à des acteurs de la finance au parcours inspirant qui portent des valeurs fortes et vont t'apporter des éclairages sur les grands enjeux du secteur. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi sur tes plateformes d'écoute préférées. Si tu aimes le podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles et partage cet épisode à au moins 3 de tes contacts. Sur ce, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bonjour Nicolas, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans Inside Banking, le podcast. Alors, c'est pas la première fois qu'on va échanger autour du sujet assez vaste de la gestion de patrimoine, parce que c'est un sujet avec beaucoup de thématiques à l'intérieur. Chacun a ses visions d'investissement, ses produits phares, ses convictions. Sur l'investissement, c'est aussi un sujet qui déchaîne les foules, à la fois sur le métier en tant que tel de conseiller en gestion de patrimoine qui n'a pas toujours une bonne image, on en reparlera. Et puis, dès qu'on parle d'argent, de toute façon, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai reçu dans certains épisodes, notamment le premier épisode, Guillaume Simonin, qui est un ancien conseiller en gestion de patrimoine, qui fait beaucoup d'éducation financière. J'ai reçu également dernièrement dans l'épisode 11, juste avant, Florent Lambert, qui est un conseiller en gestion de patrimoine et qui justement a parlé du métier, sa vision des choses. Et je trouvais intéressant de poursuivre finalement cette discussion, de la confronter aussi avec toi, ce que tu peux faire, la manière dont tu accompagnes tes clients et si tu peux partager quelques secrets et stratégies d'investissement pour les auditeurs, je suis sûr que ça les intéressera. On va parler pendant cet échange de ton parcours, bien sûr. Comment tu es rentré dans ce monde-là, comment tu as créé ton entreprise, parce qu'aujourd'hui, tu es au-delà des conseillers en gestion de patrimoine, tu es aussi chef d'entreprise. Et puis, finalement, toute la manière dont tu accompagnes tes clients aujourd'hui. Si ce programme te convient, ce que je te propose tout de suite, Nicolas, si tu le veux bien, c'est de te présenter aux auditeurs. Ouais, écoute, déjà bonjour Richard, merci de m'accueillir sur ton podcast, c'est cool. Le programme, pour le coup, me va très bien et parfaitement. Moi, je suis Nicolas Pajot, là, je suis à l'aube de mes 33 ans. Donc, j'ai créé effectivement le cabinet je suis dans la 4e année, donc c'était en 2022, janvier 2022. Auparavant, j'étais salarié. Donc, pareil, j'étais ingénieur patrimonial, en fait, dans un cabinet, mais pour le coup, en tant que salarié, donc ça m'a permis de faire des armes. Et après, si je dois reprendre un petit peu mon parcours, j'ai quelque chose d'assez atypique. Moi, je suis pas, je suis pas le cursus classique du gars qui a fait ses études en banque, finance, machin, puis en gestion de patrimoine, et puis machin. Non, je suis pas ça. J'étais pas très très bon à l'école, en toute franchise. Ça m'a pas trop intéressé, on va dire. Enfin, je m'ennuyais vite à l'école. Donc, j'ai quand même mon bac STG, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et qui n'était pas le meilleur des bacs à l'époque. Ça te prédestinait pas, a priori, à faire de la gestion de patrimoine? Non, en fait, je savais pas ce que je voulais faire, concrètement. Je savais absolument pas ce que je voulais faire. Et donc, j'ai fait ça, j'ai fait un BTS communication. Enfin, j'ai commencé un BTS communication. Bon, ça m'a pas forcément plu, donc je l'ai arrêté assez rapidement. Et après, j'ai enchaîné plein de petits boulots. Petits boulots, tu vois, livreur de pizza, bosser au marché, bosser à la mairie. Voilà, j'ai fait plein de petits boulots. Et j'avais quand même la chance d'avoir une mère qui était indépendante, donc chef d'entreprise, qui avait un cabinet d'expertise judiciaire. Et donc, en fait, j'ai voulu travailler avec elle pour, on va dire, 2 raisons, je pense notables. La première, c'est que, ça reste la facilité entre guillemets, hein. Aller voir ses parents, ou sa mère ou son père, peu importe, celui qui est indépendant, pour, aller chercher, on va dire du travail, c'est un peu plus sympa. Et la deuxième chose, c'est que forcément, quand tu viens de nulle part, t'as pas forcément de bagage particulier théorique. Ça te permet, on va dire, d'être rassuré sur l'apprentissage, sur le temps que ça va prendre pour comprendre un peu le métier, tout ça. Donc, je bossais avec elle pendant, je sais pas, 6 ans, je crois, à peu près. Et j'ai appris le métier sur le tard. Donc, tout ce qui était évaluation immobilière, tout ce qui était finalement un peu juridique, démembrement, les contrats de mariage, les donations, les transmissions, les divorces, avec une spécialité dans le bail commercial, elle est bien typique. Donc déjà, tu mets un pied dans quelque chose que tu connais pas. C'est pas forcément simple de bosser avec ses parents non plus, hein. Je l'ai connu aussi, alors dans un domaine tout autre, parce que mes premiers jobs, ça a été en saisonnier, en resto, donc tu vois, rien à voir. Mais pour le coup, ça m'a beaucoup appris sur le contact client, la relation client, la timidité aussi. Je pensais pas que je ferais un podcast quand j'étais à cette époque-là, j'avais déjà du mal à amener un menu à un client, mais je comprends tout à fait. Ouais, non, c'est pas évident. Et t'as une forme de pression quand c'est tes parents, que t'as pas forcément avec un employé, un employeur classique. Et t'as une forme, tu veux pas décevoir. Et ça peut être très très bien et très très fluide, comme ça peut être vraiment hyper conflictuel parce que tu as une rigueur particulière, parce que du coup, les clients de proximité, tu n'as pas le même regard. Donc bref, j'ai fait ça.
C'était très cool. J'ai rencontré pas mal de gens, notaires, avocats, avec justement gestionnaire de patrimoine, expert comptable, tout ça. Puis à un moment donné, tu viens quand même cette question fatidique, tu as quand même un écartage avec tes parents. Tu vois que tes parents vieillissent et puis tu te dis, bon, est-ce que je peux reprendre l'entreprise? La réponse est non, parce que j'ai pas de diplôme. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je trouve quelque chose, tu vois, pour pérenniser et pour soit reprendre l'entreprise, soit vraiment prendre mon chemin à moi, quoi. Et donc, du coup, je suis parti en gestion de patrimoine parce que j'avais eu pas mal de gestionnaires et que ça m'avait vachement intéressé. Donc, en fait, j'ai fait un gap. Je suis passé finalement du bac STG en master 1. Donc, en fait, je suis parti en bac plus 4 direct, avec les années d'études, avec les années de professionnel et avec, du coup, un peu les compétences que j'avais, mais j'étais quand même très loin des programmes qu'on a vus. Tu as bénéficié d'équivalence, c'est ça, pour pouvoir faire ça? Ouais, alors c'est pas vraiment, je trouve que c'est une VAE qu'on appelle ça normalement, où quand tu as 7 ans d'expérience, on te dit oui, ok, c'est l'équivalent de ton diplôme. Là, non, vraiment, j'ai fait entretien, CV, lettre de motivation. On a poussé pour que je puisse rentrer, mais je savais que je partirais vraiment très très loin parce que j'avais pas les bases, tu vois. Et donc j'ai été accepté. Et donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ton moment. Là, t'as pas le choix, tu bosses. Et donc là, j'ai bossé. Donc ça a duré 1 an. J'ai vraiment beaucoup de travail personnel, apprentissage, exercice, tout ça. Ça a fonctionné. Et en fait, je me suis dit, bah, vas-y, quitte à y être, vu que t'aimes bien ce métier, pars sur le M2. Donc je suis parti en Master 2. Et donc pareil, là, j'ai rebossé, parce que t'avais aussi un gros gap de compétences. Et donc là, j'ai rebossé encore finalement 1 an comme un ouf. Et à la fin de ça, je suis parti faire un petit stage d'1 mois assez rapide dans un cabinet où j'ai rencontré Simon, qui est mon associé aujourd'hui, qui s'est un peu occupé de moi pendant cette période-là. Et puis je suis parti tout simplement me faire les armes dans un cabinet qui venait d'être créé. Donc ça m'a permis de construire finalement un peu le cabinet au départ, la manière de travailler. Ça m'a permis de voir ce qui était beaucoup bien à faire et surtout ce qui n'était pas bien à faire dans l'entrepreneuriat. 1 an et demi, 2 ans de salariat et après je suis parti avec Simon. On a dit allez go, c'est notre moment. Et tout ça du côté de Toulouse, c'est ça? Ouais, exactement. Je suis toujours resté de ce côté-là. Toulouse et le cabinet dans lequel j'avais bossé, c'était dans le Tarn. Voilà, pas loin d'Albi. Mais je suis toujours resté dans ce côté-là, ouais. Tu as raconté ton parcours. Comment on arrive à faire le gap pour se remettre dans les études et ensuite faire de l'entrepreneuriat? J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu as fait des grands sauts d'obstacles. C'est quoi? C'est un mindset? C'est juste le travail? Comment tu as fait concrètement? Parce Ouais. que il y a plein de gens qui se posent des questions, qui veulent se réorienter, qui se disent bah, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Dans quel état d'esprit tu as été pour faire ça? En fait, pour moi, et c'est ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que c'est dans l'inconfort que naît le confort. Donc en fait, finalement, c'est de te dire, aujourd'hui, je suis dans ma situation, voilà, j'ai mon salaire, mon truc, mon activité que je connais. J'aimerais bien faire ça. Et en fait, pour moi, c'est finalement d'accepter de faire peut-être 2-3 pas en arrière parce que, bah, financièrement, ça sera moins sympa, parce que, en études, tu as toujours l'impression finalement de stagner un petit peu parce que tu te dis: «OK, je vais reprendre mes études, ça va durer X mois ou X années. Après, je veux être entrepreneur, donc le temps que ça se lance, ça va durer pareil, peut-être, 2-3 ans». Et donc finalement, tu te dis en fait, tu vois le laps de temps et tu te dis: «Putain, j'en ai pour, peut-être, je sais pas 2-3 ans, voire 4-5 ans». Et donc là, effectivement, ça peut paraître gros et tu peux te dire: «Putain, en fait, je suis pas prêt, quoi». Pour moi, c'est juste accepter que, pendant un certain laps de temps, tu vas être, dans une situation qui sera peut-être moins confortable que ce que tu es aujourd'hui, mais tu vas aussi apprendre à vivre différemment. Et après, c'est beaucoup de travail personnel. C'est-à-dire que pour te remettre dans les études, quand, tu as connu la vie active, c'est vraiment de toi à toi. Donc c'est te dire: «Bah, là, comme je l'ai fait, tu vois, c'est mon moment. Il faut que je me bouge le cul, hein, complètement. J'ai pas le choix». Comme ça me permettra de faire déjà un truc que je préférais, un truc dans lequel je le ferai peut-être plus avec passion et un truc où, bah, si c'est de l'entrepreneuriat, je serai un peu plus maître finalement des choses, de comment j'ai envie d'exercer, ce que j'ai envie de faire, pas faire. Et puis la gestion de ton emploi du temps, tu vois? Moi, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Pour rien au monde, je redeviendrai salarié aujourd'hui. C'est vrai que j'ai passé le cap des 30 ans il y a récemment et le sujet de gestion du temps, effectivement, enfin, je le valorise de plus en plus avec ma femme aussi dans nos choix et ça a de la valeur. Alors, c'est pas monétaire, hein, mais ça a une grande valeur de confort de vie. Ouais, ouais, ça a une énorme valeur, tu vois? Et moi, je l'avais, tu vois? Au début du cabinet, bah, tu bosses beaucoup, donc ces moments-là, c'est difficile. Alors moi, un truc que je t'ai pas dit, mais quand j'ai eu petit, en fait, je l'ai eu 2 mois avant de créer le cabinet. Timing compliqué. Ouais, franchement, c'était chaud. Et en gros, pour la petite histoire, j'avais pas de crèche, j'avais pas de nounou.
Et la maman était pas dispo pour le garder parce qu'elle avait pas mal de boulot à côté, donc elle était pas souvent à la maison. Donc en fait, je l'ai gardé à peu près quasiment la première année de sa vie. Donc pareil, la première année du cabinet. Donc c'était très, très, très dur. Mais tu vois, si c'était à refaire, je le referais parce que tu crées des liens, parce que, tu le vois grandir, parce que, tu prends aussi le temps, même si parfois t'as pas envie de le prendre, mais il te force à le prendre. Et finalement, en fait, c'est un petit bout qui a rien demandé à personne et qui veut juste que, ses parents soient là pour lui et qu'il passe un maximum de temps avec lui. Alors du temps de qualité, ça c'est important. Et donc je trouve que la gestion du temps, c'est cool. Tu vois, par exemple hier, je suis allé chercher à l'école plus tôt que si t'es malade. Donc tu vois, aller chercher à l'école, on a passé l'après-midi ensemble, machin. Tu fais des trucs cool, il est content. Et je pense que c'est ça vraiment la vraie valeur, c'est ce que tu vas laisser en termes d'éducation et en termes de souvenirs. C'est ça la vraie valeur, en tout cas dans la liberté du temps, je trouve. Et justement, si on revient sur la création de ton entreprise, est-ce que il y a beaucoup de personnes qui rêvent, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui sont aujourd'hui salariés et qui se disent je veux devenir entrepreneur, une tendance sociétale. Pour autant, en réalité, il y a peu de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui restent un petit peu dans l'expectative, qui n'arrivent pas à se lancer. Ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner, en tout cas ce qui a fonctionné pour toi pour vraiment y aller et se dire à un moment donné, OK, il y a plein d'incertitudes, peut-être ça va pas marcher, probablement même, mais j'y vais et puis on verra. Alors moi, ouais, pareil là-dessus, je pense que j'ai une vision qui est assez différente de pas mal de gens. C'est que je pars du principe, il n'y a pas besoin de business plan, tout ça, c'est du bullshit. En fait, j'ai eu l'idée, j'avais envie de le faire. Et ce qui compte pour moi, c'est l'envie, croire en son projet et finalement se projeter, si tu veux, et visualiser dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, où est-ce que tu aimerais être. Et toujours conserver ça en tête. Avoir la volonté de réussir parce que tu as des gens qui ont plein de projets, plein de plans, etc. Tu passes à l'action, mais t'as pas une vraie volonté. Monsieur, ça vient pas de tes tripes, tu vois. Moi, j'aurais tendance à dire, ça peut paraître bête et assez bateau, mais c'est vraiment croire dans son projet à 2000%. Penser que tu es capable et que bien évidemment tu vas réussir et que en fait, c'est même pas une option, c'est une évidence. Et te visualiser, en fait, dans ce temps-là. Et après, les choses, tu vas les trouver. Et après, ce qui est, je trouve, plutôt motivant, c'est de te dire, j'ai pas le même confort qu'avant. Donc, faut dire, par exemple, j'ai moins de revenus, donc financièrement, ça va être un peu plus chaud. Donc, j'ai pas envie que cette situation dure longtemps. C'est de te dire, alors, ça peut être, ouais, je sais pas, vu que je me reconvertis, peut-être que ma compagne ou mon mari peut se dire, ouais, mon lot, c'est un peu un boulet, machin. En fait, j'ai pas envie de ça. Il y a plein de choses. Et puis surtout, il y a plein de gens qui vont croire en toi potentiellement. Il y a plein de gens qui vont pas croire en toi. Il y a plein de gens qui vont te dire, ouais, quand tu créeras ta boîte, je vais travailler avec toi, des gens proches et tout. Tout ça, c'est du bullshit. Il y a rien qui se passe. On te fait miroiter un truc sur le coup, mais ça se passe pas. Tu vois, nous, quand on a créé le cabinet, par exemple, la première année, t'as les potes, t'as la famille, t'as un tas de mecs assez proches qui te disent, vas-y, on va se voir, on va faire ci, on va faire ça, machin. Toi, t'es là, t'es un peu naïf parce que tu cherches du boulot, donc tu te dis, bah, trop cool. Et en fait, tu te rends compte un par un que ces mecs-là, ils te disent, ouais, mais c'est pas le moment, ou ouais, mais non, c'est trop cher, ou ouais, non, j'ai pas envie. Donc, t'as une grosse désillusion. Donc, ça, il faut vraiment, pour moi, pas tout miser là-dessus. Mise sur les gens que tu connais pas, sur tes vrais clients, finalement, que tu vas construire toi. Et tu te souviens de ton premier client? J'en ai eu, je vais dire, c'est même pas le premier, je me souviens de les 2 premiers clients. C'était vraiment, tu vois, 2 profils différents. Il y en avait un en création de patrimoine, avec un peu de liquidité, qui voulait créer son activité, tout ça. Donc, on l'a accompagné au tout début. Donc, pression de malade parce que c'est ton premier client. Donc, faut quand même pas te rater, tu vois. Et le deuxième, quelqu'un de plus établi avec beaucoup plus de patrimoine. Donc là, pareil, tu as une forme de pression parce que tu pas géré autant, finalement, de ton existence. Donc ouais, et franchement, ça s'est hyper bien passé. C'est les clients historiques, c'est les clients, tu vois, ils connaissent, j'ai fait des vidéos avec mon fils avec eux, parce que j'avais pas le choix. C'est les gens qui font partie vraiment pour moi de la famille du cabinet. Très bien. Alors justement, si on rentre dans la partie vraiment gestion de patrimoine, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui dans l'environnement économique un petit peu instable, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les marchés ces derniers mois, sur le marché actions par exemple, il y a eu un certain nombre d'annonces du président des États-Unis assez folles. Après, on va pas juger ou faire de la politique, mais en tout cas, voilà, il y a eu des décisions, contre-décisions, redécisions. Il y a beaucoup de mouvements de marché. C'est assez difficile, c'est assez dur à lire. Il y a aussi un environnement de taux qui est très mouvant. Il y a des mouvements de baisse de taux après des très fortes hausses ces dernières années. Aujourd'hui, toi, si tu devais décrire un petit peu l'environnement de l'investissement et les principaux produits phares de tes clients, ça serait quoi? Alors moi, déjà, je dirais sur la partie investissement, on a souvent tendance, mais je pense que ça, c'est très français, à se dire, ouais, c'est pas le bon moment parce que le contexte est pas bon, On l'entend beaucoup en ce moment.
parce que c'est toujours plus simple. En fait, le bon moment, il y a pas de bon moment. Ce qui compte, c'est de rentrer à un moment donné et après, c'est d'avoir une vision long terme. J'aurais tendance à te dire, déjà là-dessus, en termes de moment, et ceux qui se posaient la question, allez-y. Je vous dis pas de mettre toutes vos économies dans la bourse ou autre, mais rentrer intelligemment. Faut rentrer, comme c'est vachement la mode en DCA, donc versement finalement mensuel, programmé sur une allocation, enfin plusieurs fonds différents. Ce qui compte, c'est de rentrer, d'avoir des rentrées assez lisses et de se dire, bon, ben voilà, finalement, qu'est-ce que ça a donné en 10 ans? Mon capital, qu'est-ce que ça a donné en 20 ans? Et la bourse est toujours gagnante sur des périodes longues. Après, en termes de support, nous, on utilise beaucoup l'assurance vie. Moi, c'est vraiment un support que j'apprécie particulièrement, beaucoup plus que tout ce qui est compte type, PEA, PER, tout ça, parce que je trouve que l'assurance vie, en fait, c'est ce qu'il y a de plus complet. On a du très sécure en termes de fonds, on a du un peu moins sécure, on a du fonds assez, on va dire équilibré, ce que j'appellerais, donc prise de risque maîtrisée, et des fonds relativement très dynamiques. Et au-delà de ça, ça reste une poche qui est disponible très rapidement, sur laquelle on peut faire des rachats sans forcément la clôturer. Ça reste une poche où on peut faire des rachats programmés et de se dire, bon, ben voilà, tous les mois, je vais retirer tant, par exemple, pour un complément de retraite. Ça reste une poche où, par exemple, on peut faire une avance. Ça, on n'en parle pas souvent, mais l'avance, c'est de dire, je désinvestis pas mon capital, donc je le laisse finalement à son taux de rendement. Et c'est l'assureur qui me prête de l'argent parce que je sais que je vais être capable de lui rendre dans les 3 ans. Et donc finalement, quand on va regarder, souvent le taux d'avance est plus faible que le taux de rendement. Donc en fait, j'ai plus intérêt à faire ça parce que je gagne plus d'argent mécaniquement. Ça, c'est accessible pour tout type de contrat ou il faut des gros contrats? Comment ça se passe? Non, c'est pour tout type de contrat. Après, c'est toujours pareil, c'est une politique interne, soit à la banque, soit à l'assureur. Nous, on a des assureurs qui le font parce c'est toujours pareil, si tu sélectionnes le titre envie de bosser. Je sais que j'ai des clients qui en demandent à leur banque qui veulent pas le faire. Bon, bah ça, tu peux rien faire, hein, t'es obligé de subir. Donc ça, j'aime beaucoup l'assurance vie aussi parce que fiscalement parlant, sur les intérêts, tu as quand même une fiscalité qui est plutôt cool au-delà des 8 ans, avec les abattements que tu as, et un taux, on va dire, plus bas que le taux de marché. Et à côté de ça, tu as aussi une notion de transmission qui est vachement importante, avec les abattements que tu vas avoir en plus. Et donc je trouve que c'est vraiment l'enveloppe la plus complète. Et pour moi, tout le monde devrait investir sur une assurance vie. Je dis pas, hein, le PEA, le compte titre, c'est bien. Mais pour moi, c'est plus dynamique, il faut plus s'en occuper, on n'a pas les mêmes fonds éligibles. Souvent, on te dit, ouais, on met de l'ETF. En fait, oui, l'ETF, c'est bien, mais quand tu regardes finalement les allocations de monsieur et madame tout le monde qui ont de l'ETF, en fait, tu te rends compte que c'est des ETF qui sont pas du tout diversifiés, puisqu'on va avoir que des entreprises US, quoi, majoritairement, et ça va être toujours les mêmes boîtes. Bah ça, c'est une critique qu'on entend souvent sur le fameux MSCI World, par exemple, qui est très orienté US. Par rapport à ce que j'ai dit dans la question, voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont rendues compte ces derniers mois. C'est pas forcément un problème sur le principe, mais il faut en avoir conscience. Ouais, c'est ça, quand tu vois un mec qui a du MSCI World, du S&P 500, du Nasdaq 100 et du CAC, en fait, tu te dis que le gars il te dit je suis diversifié. Non, t'as rien compris, t'es pas du tout diversifié. T'as peut-être 80% de ton allocation qui est finalement sur le même truc, à peu de choses près. Donc c'est pas bon, tu vois. Pour moi, t'es trop surexposé en tout cas. Tu as parlé de l'enveloppe, on a commencé à parler un petit peu de comment allouer cette enveloppe. Comment tu te positionnes aujourd'hui dans l'accompagnement de tes clients? Est-ce que tu as une stratégie de diversification actions, obligations? Est-ce que c'est plutôt de l'action? Voilà, comment tu vois les choses? Nous, on parle d'un constat, franchement, très bête et méchant. C'est-à-dire, j'ai un client, et j'ai son profil investisseur, j'ai sa sensibilité, j'ai ses projets. En fonction de ça, je suis capable de déterminer déjà sa prise de risque, est-ce qu'il est capable d'accepter, déterminer le support qu'on va choisir et déterminer l'horizon de placement. Qu'est-ce que j'ai finalement de dispo dans longtemps? Est-ce que j'ai besoin d'argent rapidement parce qu'il y a un projet qui va arriver rapidement? Donc déjà là-dessus, je suis capable de panacher. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours pareil en fonction des profils, c'est tu peux mettre un peu d'ETF, mais pas beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'obligation d'AT1 à taux fixe parce que c'était ce qu'il y a de bien rémunérateur avec une prise de risque assez minimale. J'aime bien pour des profils de risque beaucoup plus dynamiques. Bah là, tu vas chercher des fonds très punchy en private equity par exemple. Tu peux aller chercher des fonds actions où tu as des potentiels, tu vois, assez intéressants. Alors les thématiques, c'est pareil. Moi, les thématiques, je les choisis toujours avec mes clients. Comme j'ai beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai souvent des clients qui ont des sensibilités sur des secteurs. Et après, ce qu'on aime bien faire, mais ça c'est comme je pense pas mal de gens, c'est du produit structuré. En revanche, je fais pas du produit structuré, on va dire avec des barrières de protection 20, 30, 40, 50%. Moi, le produit structuré, quand je le fais, c'est souvent pour de la trésorerie d'entreprise ou pour des profils, on va dire, qui n'aiment pas trop le risque, avec le capital garanti. Ce qui permet finalement de se dire, j'ai quand même un rendement qui va être plutôt sympa,
avec finalement pas de prise de risque sur un horizon de temps qui est plus ou moins long, c'est en fonction de la personne, et que je vais compléter finalement avec d'autres fonds, type, par exemple, pour quelqu'un de pas risqué, fonds en euros, de l'obligation d'AT, et pourquoi pas un peu de private equity, toute petite part, tu vois, histoire de le sensibiliser sur ça, quoi. Les produits structurés, ça fait débat, notamment sur la question des frais qu'on peut mettre en relation avec l'ETF. Tu réponds quoi à cette critique? Parce qu'il y a plus de frais structurellement et c'est entre guillemets normal, c'est logique. C'est que les frais, ça peut impacter le rendement final. C'est quoi ta réponse à ça? En fait, moi, ma réponse à ça, c'est toujours déjà regarder les rendements nets de frais. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, je vais vous faire du 8 brut. OK, très bien, 8 brut. Donc, en fait, je vais gratter un peu. Je vais tomber peut-être à 6,5, 6, 5, en fonction des produits. Bon, là, je peux comprendre. Déjà, il faut parler un rendement net. Après, je pars du postulat. Je préfère avoir un contrat qui est chargé en frais. Je vais grossir le trait, par exemple, à 3% de frais de gestion par an et avoir de la perf. Donc, c'est-à-dire me dire, j'arrive à sortir 5, 6, 7, 8, 9, 10% par an. Que finalement, avoir un contrat où j'ai pas de frais, où je vais me cantonner avec mon petit 2% par an. Est-ce que ça, c'est possible? Parce que quand on regarde les études, on voit que sur le fameux débat entre gestion active et gestion passive, on voit qu'il y a très peu de gestionnaires actifs qui arrivent à surperformer. Il y en a. Et statistiquement, c'est quand même très peu probable, surtout pour un débutant qui ne sait pas justement bien sélectionner les fonds. C'est peut-être ça que tu vas me répondre d'ailleurs, c'est ton rôle de conseil. C'est très dur de choisir le bon fonds et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, moi je m'y connais pas spécialement, j'ai pas forcément envie de regarder très, très régulièrement, donc je vais me mettre en investissement passif et statistiquement, j'aurai une meilleure espérance de rendement. Moi, je dirais, encore une fois, qu'il faut pas un rendement net. C'est-à-dire que quelqu'un qui va gérer on va dire ses fonds, son contrat et tout, en fait, ça, je regarde pas. Pour moi, c'est quelqu'un, j'estime que c'est un métier, à part entière. Donc s'il a envie de boursicoter, qu'il le fasse, il va faire ses petites erreurs, ses petits trucs, ses machins. Il va se rendre compte que finalement, il n'arrive pas à faire de la perf sur des périodes, tu vois, assez longues parce qu'il fera toujours les mauvais choix en management de risque. Donc c'est-à-dire, la gestion des émotions et la gestion finalement de ce que tu fais par rapport au marché. Mais par contre, quand tu es un professionnel, pour moi, il faut toujours que le gars, il parle en rendement net. Et puis, tu as une obligation qui est de dire, voilà le rendement brut du fonds, voilà le rendement net de la société de gestion, et voilà le rendement net, tu vois, avec le gestionnaire qui va le gérer. Et donc, finalement, tu arrives à une pondération et à toi de dire, est-ce que cette pondération, je la juge correcte? Tu vois, moi, quelqu'un qui veut pas prendre de risque, qui a un profil sécuritaire, tu lui sors du 5% par an net de frais, pas net de fiscalité, mais net de frais, j'estime que c'est très, très bien. Quelqu'un qui est plus dynamique, c'est quelqu'un qui va être conscient qu'il y aura des années où tu vas faire du 10-15%, il y aura des années où tu feras peut-être du moins 5 ou du moins 10 parce qu'elles seront moins bonnes. Donc, j'aurais tendance à te dire, pour moi, il faut toujours parler en rendement net, toujours comprendre les frais avec le professionnel qui va te le faire avec un tableau qui soit clair, lisible, pas, tu vois, un truc qui fasse 20 pages, tu dis des petites lignes, des machins, des trucs. Non, tu as une obligation réglementaire qui est de dire ligne de fond, rendement brut, net et net de tout. Et déjà, quand tu as ça, pour moi, c'est OK. Il y a pas de sujet. Et puis, tu dois toujours comparer à l'inflation. C'est-à-dire que tu as une inflation à 5, tu fais 5 de rendement, c'est nul. Tu as parlé d'erreurs un petit peu plus tôt dans ta réponse. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu as vues parmi les clients qui sont venus vers toi ou les investisseurs en général? C'est de se surexposer à une classe d'actifs, par exemple. Moi, j'ai eu des clients qui étaient tout en crypto, par exemple. En fait, objectivement, non. C'est méga risqué. Tu peux pas faire un rolling dans le crypto. Et puis, le gars te dit, ouais, moi, je crois, j'ai gagné de l'argent et tout. Oui, c'est cool. Mais en fait, sécurise à un moment donné. Et pas avoir tous ces deux dans le même panier, c'est cool. Parce que les cryptos, ça reste des cycles. Quand on regarde, tu vois, moi, je suis dedans depuis 2017. Et c'est toujours le même cycle. T'as des gros bear market qui tombent, mais quand ça tombe, tu perds 80-85% de ta valeur comme portefeuille. Et ce que je te disais au début, le risk management, donc la gestion des émotions face à ça, souvent pour un particulier qui est dedans et qui gère tout seul, elle est pas bonne. Elle est jamais bonne. C'est très rare que tu fasses les bons choix. Après, j'ai des clients qui boursicotent, c'est-à-dire qu'ils se prennent pour des traders. Au départ, donc tu vois, ouais, je vais investir dans tel fonds, je vais prendre 10% parce que je suis finalement rentré au bon moment, c'est cool. Je clôture, je repars sur un fonds, machin, je gagne un peu, et puis en fait, tu te rends compte que c'est comme au casino. Tu vas la première fois, tu gagnes, tu te dis putain, incroyable, c'est trop simple. Et en fait, quand tu regardes sur un an, tu te dis ah ouais, en fait, j'ai pas mal perdu. Et finalement, j'ai pas fait grand chose. Donc, je dirais que les erreurs, c'est d'être trop confiant et de se dire que tout le monde a la compétence de le faire. Si tu as des professionnels dans ce métier et des diplômes dans ce métier, c'est que pour moi, ça reste un vrai métier. Tu vois, moi, je suis pas compétent. Par exemple, dans l'informatique, je suis pas ingénieur informatique, je sais pas faire. L'IT, c'est pas mon truc, quoi. Construire une maison, je suis pas maçon, je sais pas faire. Par contre, gérer de l'argent, j'ai des diplômes là-dedans, et donc je sais le faire. Pour les peut-être les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent ou ceux qui n'ont pas encore pris en main leurs finances, quels conseils ou actions tu pourrais donner à quelqu'un qui prend conscience de ça, qui gère pas forcément son argent ou qui commence juste à gagner un petit peu d'argent?
concrètement, si tu devais donner 1 ou 2 actions, qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Première chose, c'est avoir ton matelas sécurité. Ça, c'est la première chose à faire qui, pour le coup, est en fonction de ton prisme et ton revenu. Il y a pas de règle. C'est-à-dire que ça peut être 3 à 6 mois de revenus d'avance, ça peut être un livret A d'avance, ça peut être 50 000 € pour quelqu'un qui a une forte sensibilité. J'aurais tendance à le dire, moins il y en a, mieux c'est. En ayant toujours ce prisme de 3 à 6 mois de revenus d'avance, moi, je trouve que c'est bien. Et après, au-delà de ça, c'est rends sur le marché. Prends-toi ton assurance vie, si tu as envie de te la gérer tout seul parce que tu te le sens, tu prends du Bourseau, simple, efficace. Je sais que Bourseau, c'est assez bien fait parce qu'ils font des profils, on va dire, assez diversifiés en fonction de ton appétence au risque. Et si tu as envie vraiment d'être bien géré, on va avoir un professionnel qui a des diplômes. Donc déjà, et ça va pas plaire à des gens, mais tout ce qui est en général, agent général, moi, tout ça, je conseille pas. Parce que il y a pas de diplôme, il y a pas de compétences, c'est du commercial. Donc prends quelqu'un qui a vraiment, tu vois, un master 2 dans la gestion de patrimoine, dans le domaine de l'investissement de manière générale. Fais confiance, hésite pas à dire ce que tu as envie. Tu peux poser la question, par exemple, est-ce que cette personne travaille avec un allocataire d'actifs? C'est toujours intéressant. Parce que du coup, il y a forcément pour moi, une grande sécurité en plus, en te disant, ok, le mec travaille avec un allocataire, donc il y a un gars qui gère les marchés. Et attends pas le bon moment, parce que le bon moment, il y en a pas. Bon, non, c'est aujourd'hui. Si on parle de ton approche avec tes clients et quelqu'un qui nous écouterait, qui aurait déjà un patrimoine, mais qui serait pas forcément accompagné ou qui le gérerait pas vraiment de manière, précise, comment on fait quelles étapes tu fais pour faire un bilan patrimonial? C'est-à-dire, j'ai un patrimoine, mais je m'en préoccupe pas trop. Toi, comment tu accompagnes tes clients pour analyser l'existant et puis définir une stratégie? Alors, nous, on a une méthodologie qui est très particulière. Enfin, particulière, je pense on fait partie des seuls, en tout cas, à le matérialiser de cette manière et d'acheter aussi complète. On fait systématiquement pour inclure un audit patrimonial qui, je le dis, est rémunéré en honoraires, ce qui est assez rare dans le milieu. Souvent gratuit, oui, ça permet d'attirer des clients. Ouais, en fait, le gratuit, faut partir du principe, c'est gratuit, c'est toi le produit. Je donne l'argument après, je te laisse répondre. Après ça, il y a un rattrapage, je pense, au niveau des frais derrière dans la commercialisation des produits. Qui est colossal. Donc on fait, nous, ce qu'on appelle cet audit patrimonial où, en fait, on le découpe de manière assez simple en 3 parties. Une analyse de ce qui est existant, mais on va regarder, tu vois, la famille, les jeudis de la famille, la structure familiale, on va regarder le côté financier, bancaire, immobilier pour voir finalement un peu qu'est-ce qui compose le patrimoine, comment ça a été acquis, comment c'est géré, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est pas rentable, calculer les plus-values latentes, savoir ce qui est liquide, ce qui est pas liquide. On va regarder tout le volet société quand on va avoir un chef d'entreprise, parce que nous, c'est plus on va dire notre cheval de bataille, entre guillemets, ou on va dire des salariés, mais avec des revenus très, très confortables, où on va venir regarder, tu vois, les formes juridiques, le statut social du dirigeant, la rémunération, les trésoreries excédentaires, chiffre d'affaires, tout ça, comment sont rédigés donc les statuts. On va venir regarder tout l'univers fiscal, donc impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, et le volet transmission. Et finalement, tout ça, moi, ça me permet vraiment d'avoir une vue globale et d'ensemble. Donc, ça va bien au-delà de l'investissement. Parce que l'investissement, en fait, c'est un pendant du patrimoine. C'est pas ce sur quoi on doit se concentrer uniquement. Et de savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien. À côté de ça, le but, c'est de rédiger ensuite une stratégie patrimoniale qui soit finalement autant juridique, fiscale, sociale, sociétaire, immobilière et financière, où on va venir dire, voilà, comment on peut se développer. Donc, quelle typologie d'enveloppe on peut aller chercher, quelle typologie de fonds, quelle typologie de biens immobiliers, comment on va l'acquérir, est-ce que c'est par le biais de structure, est-ce que c'est en nom propre, comment on va louer, comment on peut réduire les impôts, comment on prépare ses retraites, comment on gère la transmission. On essaie finalement de faire toujours une stratégie globale pour avoir un patrimoine qui soit d'une équilibré et surtout d'avoir quelque chose qui soit cohérent entre toutes les sphères. Moi, c'est comme ça que je le vois. En fait, j'imagine que tu as un peu comme notre système solaire, tu vois, tu as une enveloppe, un gros rond, à l'intérieur, tu as des sphères qui sont des planètes. Bon, mais ces sphères, il faut qu'elles puissent cohabiter entre elles. Il faut surtout pas en déséquilibrer une. Donc, si tu te concentres sur une thématique, tu vas souvent déséquilibrer une. Et ça, c'est un peu dommage. Et après, faire des projections. Voilà, des projections sur le patrimoine de demain, les gains qu'on peut avoir financiers, fiscaux, sociaux, qu'est-ce que ça va modifier en termes de protection. Et une fois qu'on a pu faire cette stratégie, l'exposer, la faire comprendre finalement à son client, l'idée, c'est de valider point par point avec lui. Et ensuite, sur le volet financier, de rentrer dans un détail de fond. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui vous fait un bilan patrimonial ou un audit et qui va te dire, voilà, prends une assurance vie et tu mets ça comme fond dedans, déjà, il faut fuir parce que tu peux pas le savoir, t'as pas tout le volet réglementaire et t'as même pas validé la solution. Et deuxième chose, s'il te fait ça, c'est qu'il a pas fait son devoir réglementaire, qui est notre rapport d'adéquation avec la situation. Et donc ça, c'est red flag direct.
Justement, comment on trouve un bon conseiller en gestion de patrimoine? Parce que je comprends tout ce que tu nous dis, mais pour quelqu'un d'extérieur, c'est super difficile. Moi, je vois beaucoup de choses, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, je vois beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine et je trouve, et pourtant je suis quand même pas mal dans le sujet, que c'est pas toujours simple de se dire, en fait, différencier, tu vois, le mauvais du bon. Ça serait quoi ton conseil là-dessus? Moi, pareil, je vais pas me faire des potes, hein, mais je suis très tranchant sur le sujet. Moi, j'estime en fait que tu peux pas être conseiller en gestion de patrimoine en ayant fait 3 semaines, 6 semaines de formation à un endroit. Tu peux pas te dire conseiller en gestion de patrimoine quand tu étais ingénieur, mécanicien, boulanger, rugbyman, et te dire voilà, j'ai fait un an d'études. Ça marche pas. Pour moi, ce qu'il faut que tu regardes, c'est le parcours du gars. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il a un master vraiment dans ce domaine-là? Déjà, première chose. Quel est son mode de rémunération? Tu vois, moi, j'ai et l'honoraire et le commissionnement. Mais c'est très clair, c'est concis. Il n'y a pas de loup. Et j'estime que c'est normal de prendre des frais de commission quand tu vas gérer un contrat. Autant que j'estime que c'est normal de prendre des honoraires quand tu vas prodiguer un vrai conseil. Donc ça, après, il y a le feeling. Ça, c'est quand même assez important. Il faut que tu sentes la personne. On parle d'argent, donc il faut qu'il y ait quand même un climat de confiance. Déjà, si tu arrives à combiner les 3 points, c'est déjà pas mal. Très bien. Maintenant, si je reviens un petit peu sur les clients que tu accompagnes, est-ce que tu peux nous parler, du cas alors le plus fou, le plus rigolo ou vraiment un cas client marquant pour illustrer finalement ton accompagnement? Ouais, alors quel client marquant? Moi, j'ai des trucs qui sont pas que sur l'investissement, mais des gars qui ont monté leur entreprise, qui ont tout donné là-dedans. Donc, c'est des belles boîtes qui tournent bien, il y a de l'argent, il y a tout ça. Et en fait, tu leur apprends, de par exemple, leur contrat de mariage, que tout est commun. Et ils le savaient pas. C'est ballot. Et bon, alors là, tu as un monde qui s'écroule. Ouais, tu as un monde qui s'écroule parce que le gars, tu vois, il peut, alors moi, ça m'est pas encore arrivé, mais le mec peut très bien te dire, putain, tout est commun, mais par exemple, je sais pas, j'ai une double vie, par exemple, j'ai une maîtresse. Donc, en fait, son monde peut s'effondrer en un rien de temps. C'est des choix importants, le contrat de mariage. Franchement, c'est méga important. Je me suis marié en juin, tu vois? Donc je sais passer par là. J'ai fait des choses bien. C'est un billet, 1 500, 2000 balles, mais c'est un billet qui peut vraiment te sauver la vie demain. Et tu vois, même moi, à titre perso, je me suis marié, j'ai divorcé, il y avait le cabinet au milieu. Si j'avais pas fait on va dire un choix de régime matrimonial, on va dire juste et comme je le pensais, en fait, j'aurais dû racheter la moitié de mon cabinet, quoi. Effectivement, ça foutait un peu la rage quand c'est toi qui as tout créé, quoi. Ça fait un peu cher le divorce. Ouais, et c'est du légal, tu vois? Donc ça. Après un peu fou, ouais, j'ai des clients parfois qui vont dans tous les sens, quoi. J'ai des clients, tu sais, c'est des mecs qui touchent à tout, quoi. Donc elle m'a dit que j'ai du bancaire et que j'ai une assurance vie et que j'ai un PEA et que j'ai un compte titre et que j'ai un PER et que j'ai du crowdfunding et que j'ai de la forêt et j'ai du private equity, j'ai des participations dans des boîtes et tout. Et en fait, les mecs, tu es obligé de les recadrer, quoi. C'est pas possible, c'est pas jouable, tu vois? Et même en rendez-vous, t'as le gars qui gère, on va dire, le foyer, t'as la compagne qui est là à côté, qui comprend rien et qui dit: «Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi?» Donc tu tout un travail pédagogique à faire et ça, des fois, tu pars de loin, quoi. Tu pars vraiment de très, 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 très loin. Ou t'as le client qui va venir te dire: «Je veux que tu bosses pour moi, j'ai ma stratégie en tête que je vais t'exposer». Tu conclus avec une stratégie différente et le mec te dit: «Ouais, mais non, t'as tort». Bah, alors pourquoi tu m'appelais? Pourquoi t'es venu me voir si ouais. Ouais, mais en fait, moi, je t'ai venu voir pour que tu me confortes dans mon truc. Ouais, mais en fait, mon rôle, c'est pas de te conforter, c'est d'être, du coup, professionnel et juste. Donc si ce que tu me dis, c'est un peu de la merde concrètement, c'est aussi à moi de te dire: «Bon, les gars, ce que tu fais, c'est pas terrible. Voilà ce qu'on ferait et ce qui serait beaucoup mieux». Ça, c'est une belle illustration des biais. Alors, on en a tous, hein, c'est des biais, psychologiques, émotionnels qu'on a et dans la gestion de l'argent, ils sont particulièrement, marqués et parfois on peut s'enferrer dans une direction alors qu'elle est pas bonne. Donc voilà et après non, je te dis, j'ai pas eu encore de cas de maîtresse. J'ai des cas où tu as des enfants, d'union ou différents lits, ça c'est assez compliqué. Parce que tu as des trucs, tu vois, un peu durs, bon, il faut pas juger, tu vois? Et chacun a son prix, chacun a ses raisons. Mais quand tu dois faire une stratégie pour, par exemple, déshériter un enfant, en tout cas essayer de faire en sorte qu'il ait le moins possible. En France, c'est pas possible, mais tu peux faire en sorte qu'on va dire, il y ait le moins possible. Bon, c'est des choses qui peuvent, être un peu difficiles, faut dire. Ou quand tu as des personnes qui ont des handicaps, par exemple. Moi, j'en ai eu, des enfants avec des handicaps. C'est compliqué parce que, pareil, tu as une question de: «Ouais, mais il peut pas gérer, moi j'en ai plus besoin parce que je suis pas handicapé et tout». En fait, non, là, tu as quand même un devoir de conseil, tu dois être assez juste. Tu dois pas rentrer dans le volet émotionnel, tu dois être juste objectif, tu dois pas juger. Et ça, c'est des choses qui sont moins drôles,
mais qui arrivent quand même fréquemment dans le milieu, tu vois. Et donc, c'est des choses, je pense que c'est important d'en parler. Très bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite à la section Speed Question du podcast. Alors, le concept, il est très simple. On va voir si tu l'exécutes correctement parce que c'est plus dur à faire. Donc, c'est des questions courtes qui amènent à des réponses courtes. Donc, c'est soit oui ou non, ou soit une réponse très brève. Est-ce que tu es prêt? Oui. Tu commences bien, bravo. Alors, première question, on n'en a pas encore parlé, ça va être l'occasion. Investir en SCPI en 2025, est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non? Oui, mais en démembrement. Team gestion passive ou team gestion active? C'est une question de temps. Moi, je suis plus passif. CGP indépendant ou CGP salarié? Elle est facile celle-là. Bon, indépendant. PER ou assurance vie? Assurance vie directe. L'immobilier locatif en LMNP en 2025, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Oui. La France, est-ce que c'est un enfer fiscal ou est-ce que ça peut devenir un paradis fiscal quand on est bien accompagné? Oui, c'est un enfer. Et oui, on peut faire beaucoup d'économies si on est bien accompagné. On va en reparler, ça m'intéresse. Est-ce que tout le monde devrait avoir un conseiller en gestion de patrimoine? Oui, mais un bon. La crypto, est-ce que c'est un indispensable dans un portefeuille diversifié? Alors, diversifié, oui. Bitcoin ou Ethereum? Je dirais une Bitcoin, mais je dirais une Bitcoin. Est-ce que la meilleure équipe cette année dans le sport, ça a été le Stade Toulousain ou le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain. Ah, c'est bien une réponse honnête. Je voulais te piéger, mais t'as quand même répondu honnêtement. Je suis pas rugby. Je suis pas rugby. Ah, c'est pourtant de Toulouse, je pensais. Tu vois. Non, moi, pour la parenthèse, je suis tennis, Formule 1 et un peu foot. Ah oui, j'ai vu un petit post sur Roland Garros. T'as bien de la chance. J'ai pas pu y aller cette année parce que je suis à l'étranger actuellement. Et j'y suis allé les 2 dernières années pour les JO et c'est toujours un régal parce que je suis très tennis aussi. Si on revient sur les sujets d'investissement, sur la fiscalité, parce qu'on n'en a pas encore parlé, tu as dit que ça, bon, on sait, hein, en France, il y a une fiscalité qui est importante, c'est un choix de société. En face, il y a des prestations. Après, chacun peut penser ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est un choix sociétal, c'est comme ça pour l'instant. Il y a un certain nombre de techniques qui peuvent être mises en place pour optimiser cette fiscalité. Est-ce que tu peux nous donner des exemples typiques de choses qui existent et sur lesquelles tu accompagnes tes clients? Alors, déjà, ce qu'il faut regarder pour moi, c'est la structure du revenu. C'est-à-dire faire la différenciation entre tes revenus finalement d'activité et tes revenus du patrimoine. Donc, revenu d'activité, pour un salarié, ça va être son salaire concrètement. Là-dessus, tu peux pas jouer. C'est-à-dire que tu peux pas le minimiser, tu peux pas le recevoir d'une autre manière parce que, bon, mais t'as pas le choix. Pour un chef d'entreprise, c'est différent. Tu vas être capable de jauger entre salaire, dividendes, frais, et dans la manière dont tu vas te rémunérer. Les revenus du patrimoine, ça va être tout ce qui est loyer, investissement financier ou autre. Ça, tu es capable de choisir des bons régimes fiscaux en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu veux faire, la gestion de l'achat-revente, par exemple sur l'immobilier, des durées sur l'investissement. Donc là, tu as plus la main. Donc déjà, j'aurais tendance à regarder ça. Je pense même que la première chose, même avant tout ça, et j'aurais dû en parler, c'est comprendre comment est calculé l'impôt. Je pense que déjà, ça, c'est le b.a.-ba. Parce que si tu comprends ça, tu sais comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la notion de tranche marginale, par exemple. Ouais. Alors, moi là-dessus, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est aller regarder mes fiches que j'ai fait sur l'impôt sur le revenu. Ça va nous faire la transition pour la LinkedIn, c'est parfait. Exactement, parce que pour le coup, j'ai essayé de faire des choses assez détaillées. J'en ai fait plusieurs sur l'impôt, des très light, des un peu plus fournis, mais tout en en expliquant comment ça fonctionne. Donc déjà, c'est la première chose. Et après, il n'y a pas de miracle en France pour faire baisser son impôt. C'est-à-dire qu'une fois que tu as géré ta structuration qui est bonne et que tu as réussi à avoir tes petites optimisations à droite à gauche, tu n'as que des investissements défiscalisants. Donc là, l'idée, c'est de choisir quelque chose qui est cohérent avec ta situation. Je vais te donner un exemple concret qu'on voit beaucoup trop et moi qui m'énerve beaucoup, c'est les PER. Les PER, on te vend les PER, voilà, tu défiscalises, tu as une tranche marginale d'imposition, donc ça veut dire que ta part de revenus, on va dire ta dernière tranche, ton dernier pourcentage de revenus est fiscalisé à 30%, par exemple dans ce cas-là. On te dit investis à 30, donc tu mets 10 000 euros, ok, tu as 3 000 euros de matière d'impôt économisée, super, c'est cool. Et quand tu vas sortir à ta retraite, en fait, tu vas te faire fiscaliser à la tranche dans laquelle tu seras. Ça a été prouvé statistiquement que quand tu étais à 30, quand tu étais actif, il y a de grandes chances que tu sois à 30 quand tu sois retraité. Première chose, donc finalement, tu as fait un report dans le temps, qui n'est pas utile. La deuxième chose, c'est que déjà, tu bloques de l'argent pendant un certain temps qui peut te bloquer pour des projets. Donc, tu peux faire des projets plus rentables à un instant T ou pendant ce laps de temps, alors que non, finalement, c'est bloqué sur ton PER. Donc, je trouve pas ça terrible. Et la troisième chose, c'est que tu fais un pari sur l'avenir, sur le fait que le barème progressif sera exactement le même entre maintenant et aujourd'hui.
Je te l'image. Admettons que la tranche à 30, elle disparaît dans 20 ans. Tu sors ton PER, c'est une tranche à 35, tu as perdu de l'argent. Donc c'est nul. Le PER, c'est bien quand on a, pour moi, pour des grosses tranches marginales, donc des 45-41, et tu vas venir gommer que finalement, je sais pas, un mec à 41, tu vas venir faire des versements pour gommer que la partie à 41. Comme ça, tu as de grandes chances que tu ressortes à 30 à ce moment-là. Beaucoup plus intelligent. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les jardins. Jardins industriels, on fait pas, parce que trop risqué, et finalement, les taux de rendement sont pas assez intéressants quand tu as des garanties t'as des garanties de bonne fin, tout ça. Donc, on prend des jardins dans leur montage qui sont justes, où les partenaires n'ont pas eu, par exemple, de requalification. Et c'est surtout que c'est pas engageant. Tu le fais une année, t'es pas obligé de le faire l'année suivante, etc., etc. Et l'immobilier neuf, ça, c'est sûr que c'est pour moi une aberration. C'est-à-dire que tu surpayes. Tu vas pas te faire que des amis non plus en disant cela. Tu crées de l'impôt, parce que les loyers que t'encaisses, finalement, tu crées de l'impôt à côté. Tes loyers sont fiscalisés. Donc ça, j'aime pas trop. À l'inverse donc de l'investissement dans l'ancien, parce que sur la question sur l'investissement LMNP, tu as répondu oui, si je me souviens bien. Donc toi, c'est plutôt sur ce genre de positionnement que tu es. Exactement. En fait, moi, je préfère l'investissement ancien avec des bons régimes fiscaux choisis en fonction des compétences, de la fiscalité. Et à côté de ça, pourquoi pas aller chercher des gros systèmes de défisc qui vont être plus du monument historique ou du Malraux. Je dis pas qu'ils sont tous bien, mais ils sont pas tous nuls. Et en fonction des situations, sur des grosses fiscalités, ça peut vraiment avoir un intérêt et fiscal et patrimonial. Très bien. Bon, je retiens, effectivement, il n'y a pas de recette magique. Malheureusement, les auditeurs seront déçus. Mais en tout cas, il y a des moyens de faire des choses. Après, il faut s'en occuper et il faut choisir ses combats aussi. Comme tu l'as dit, il faut prioriser ce qui est pertinent par rapport à ton profil. Et c'est aussi, je pense, à la fois un conseil pour les personnes qui gèrent leur investissement de regarder par rapport à ce qui est adapté par rapport à leur profil de risque et leur patrimoine. Et c'est la plus-value de passer par un conseiller en gestion de patrimoine qui va pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées à son profil, son appétence sur le risque, etc. Alors, tu as évoqué dans ta réponse LinkedIn, justement, j'aimerais bien parler de ça parce que, alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore sur LinkedIn, je leur recommande de s'abonner à ton profil. Donc, je mettrai tout ça dans la description. Tu es très actif sur LinkedIn. Dans les derniers classements Favicon qui ont été publiés, tu as été parmi le top 100 en France, notamment, toutes catégories confondues. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis, sur les sujets d'investissement, tout récemment, là, début juin, fin mai, il y a des classements qui ont été sortis au niveau mondial et tu es dans le top 25 sur la catégorie investissement. Donc, je pense que tu es extrêmement bien placé pour prêcher la bonne parole là-dessus. Même moi, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que tous les auditeurs aussi seront intéressés. Donc, c'est quoi ta méthodologie? C'est quoi la recette magique? Et j'en ai pas. Ah, je suis déçu. Je me suis lancé du coup sur LinkedIn il y a 2 ans. Donc c'était le 15 mai 2023 où vraiment j'ai commencé à publier. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours su que c'était un canal qui pouvait être sympa, je pense, où il y avait des choses à faire. Et surtout, entre guillemets, je trouve plus qualitatif, parce que ça reste un réseau professionnel. Donc en fonction de ta cible, tu vas toucher des personnes plus qualitatives. Et en toute transparence, j'avais vu des feuilles volantes de Guillaume Simonin. Je trouvais ça génial. Il a inspiré tout le monde, il est trop fort. Ouais, non, mais franchement, il a inventé un truc et un concept qui est finalement assez bête et bateau, mais qui est vraiment génial. Pour ceux qui ne connaissent pas les feuilles volantes, vous pouvez écouter le premier épisode du podcast dans lequel j'ai reçu donc Guillaume Simonin. Exactement. Et ça permet de mettre l'info, de construire la fiche comme tu as envie. Et puis, c'est un côté, je trouve, un peu émotionnel où ça te ramène, toi, à l'époque, sur les bancs de la fac, quand tu étais en lycée, tout ça, où tu faisais tes fiches. Et donc, en fait, j'ai cherché l'outil, je pas trouvé. Puis un jour, je l'ai trouvé. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire une fiche. Je vais essayer de faire un premier truc, toi, mais sans vraie conviction, sans rien, tu vois. Et sans stratégie, parce que tu as beaucoup d'agences de com qui disent, ouais, il faut une stratégie, il faut, pareil, le fameux business, une méthodologie, le machin, le truc. Bon, en fait, pour moi, c'est du bullshit. C'est pareil. Quand tu as envie de le faire, tu le fais à fond, tu le fais à 200%, tu crois dans ce que tu fais. Et t'inquiète pas, ça prendra du temps, mais ça marchera. Bon, moi, j'ai eu la chance, ça a marché tout de suite. Je pense que tu as une part de chance. Et donc, j'ai publié, en fait, ma première affiche le 15 mai 2023. Et donc, ça a marché. Puis, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une dizaine, vingtaine, cinquantaine, centaine. Et en fait, je me suis dit, il n'y a personne sur le créneau, finalement, de la gestion de patrimoine au sens large et de la structuration. Il y avait que des gens sur l'investissement financier, notamment, ce qui était déjà très bien. Et en fait, moi, je me suis attaqué à tous les sujets. Donc, j'ai pris l'investissement financier, les enveloppes, tous les volets fiscaux, que ça soit pour le particulier ou le chef d'entreprise, les volets transmission avec, par exemple, le type de donation qu'on peut avoir, elle est plus simple et connue ou plus complexe.
des exemples. Je suis attaqué sur toutes les formes juridiques de sociétaires, notamment sur tout ce qui est utilisation de holding, tous les dispositifs qu'on peut mettre en place, comment investir dans l'immobilier, toutes les catégories de revenus et de comment elles sont fiscalisées. Donc, en fait, je me suis vraiment attaqué tous les dossiers de la gestion de patrimoine. Et en fait, si tu veux, de fil en aiguille, tu te fais connaître, ton contenu est pertinent. Et ce que j'aurais tendance à dire, ce qui, je pense, paye, c'est la régularité et la valeur ajoutée que tu donnes dans tes posts. C'est-à-dire que si tu postes comme un ouf, mais qui a zéro valeur, pour moi, ça vaut rien. Et comment tu t'organises concrètement? Parce que tu postes tous les jours ou quasiment tous les jours, ça prend du temps, c'est un vrai travail. Comment tu fais? Tu alloues du temps dans ton agenda pour faire ça et tu considères que ça fait partie au fait de ton activité, du développement du cabinet? Parce que j'imagine que c'est aussi un canal d'acquisition, très clairement. Que c'est du temps perso? Voilà, comment tu t'organises? Non, c'est du temps sur le cabinet. En fait, si tu veux, aujourd'hui, on est structuré de manière à ce que moi, je suis plus trop dans l'opérationnel, c'est-à-dire que je fais plus de rédaction d'audit et je me concentre vraiment sur la partie aujourd'hui, image du cabinet parce que mécaniquement, il y a beaucoup de sollicitations. Je me concentre sur la partie, tu vois, les rendez-vous avec les prospects et le suivi des clients et sur la partie création de contenu, que ça soit mon contenu à moi et que j'ai envie de publier parce que j'ai cette philosophie-là et cette passion du métier, ou les contenus, tu vois, un peu plus sponsorisés, où on peut te faire des demandes, par exemple. Voilà, j'estime que ça fait partie de l'activité à part entière et on a une construction, on va dire, en termes de gestion du temps dans le cabinet qui se fait de cette manière-là. Et vraiment, mon associé, du coup, Simon, lui, est plutôt sur la partie opérationnelle et rédaction de stratégie, compréhension, tout ça. Donc, voilà. Et je fais tout. Pour ceux qui se posent la question, J'allais te demander, est-ce que tu as une routine? Est-ce que c'est toi qui écris tout? je fais toutes les fiches de A à Z et j'ai jamais eu de modèle pour le faire. Je rédige tous mes posts, donc tous les textes, et c'est moi qui fais tout. Il n'y a pas d'IA. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun de mes posts qui n'a été rédigé par ChatGPT, par exemple. Donc ça, et je réponds à tous les commentaires, c'est moi, et c'est moi pareil qui réponds à tous les messages. Donc c'est juste que j'alloue du temps à ça, et je veux pas le déléguer pour plusieurs raisons, que ça soit à une agence ou à ChatGPT ou même à quelqu'un à l'interne au niveau du cabinet. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a trop ma patte, il y a trop mon empreinte, il y a trop ma philosophie, il y a mon énergie à moi. Oui, c'est une incarnation et c'est ça aussi que les gens veulent suivre, je pense, au-delà du contenu qualitatif, évidemment, mais c'est aussi une voix un petit peu différente. Exactement. Même moi, j'ai pas envie de le déléguer, on pourrait dire abandonner ces gens-là, tu vois, parce qu'ils pourraient se dire, ouais, mais en fait, le mec, il a fait ses fiches, machin, il nous redirige avec Pierre-Paul Jacques pour les rendez-vous. En fait, les contenus, c'est même plus lui qui les fait, c'est plus lui qui répond au message. Non, moi, je veux toujours garder cette proximité, cette authenticité, parce que je pense que c'est vachement important, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et surtout sur LinkedIn, où on voit beaucoup de choses. Tout à fait, beaucoup de posts IA en ce moment. Très bien. Alors, justement, si on passe sur la fin de notre échange, donc ton cabinet de gestion de patrimoine, c'était le cas. Tu as commencé à en parler à travers notre discussion. Aujourd'hui, tu accompagnes quel type de clients? Et pour les auditeurs qui pourraient être intéressés pour être accompagnés, quel type de clients peuvent te contacter? Alors, tout le monde, objectivement, t'as la philosophie du cabinet que je vais t'exposer, qui est, moi, de dire, j'ai pas de petits ou de gros clients. En fait, l'idée, c'est de comprendre la philosophie du cabinet sur l'accompagnement. Donc, finalement, le paiement d'honoraires à l'entrée et le suivi dans le temps. C'est ce qui est important avec une vision globale. Après, la typologie de clients qu'on a, donc, du coup, qui vient à nous, c'est souvent quand même des chefs d'entreprise qui ont à la fois des petites ou à la fois de très grosses boîtes. Donc, tu vois, j'ai, pour donner un horizon, une fourchette, entre 120 000 de chiffre d'affaires, par exemple, pour un freelance, et la plus grosse boîte, elle fait quasiment 60 millions de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, c'est très large. Et après, on a quelques salariés cadres qui ont des jolis postes et quand même des belles rémunérations, tu vois, au-delà de 150, 200 000 euros par an de revenus, tu vois. Donc, c'est quand même des jolis profils. Donc, on peut se dire, ouais, le mec, il est élitiste et tout. Bon, non, c'est les gens qui viennent me voir comme ça. Mais tu vois, au même titre que mes premiers clients au niveau du cabinet, on n'avait pas ça en termes de montant de patrimoine, de revenus. Je les suis de la même manière que les clients qui viennent aujourd'hui. Et j'en ai quelques-uns des clients qui n'ont pas des gros patrimoines, qui viennent d'année en année, et que je mets la même énergie, le même conseil et la même philosophie pour les suivre et les conseiller. Je trouve que c'est dur de s'arrêter, tu vois, à un avatar client précis. Moi, je reste ouvert à tout tant qu'en fait, il y a une philosophie qui est bonne et qui coïncide. Comment on peut te contacter si on est intéressé? LinkedIn, j'imagine, vous avez un site, comment ça se passe? Ouais, on n'a pas de site internet, ça je le dis, ça étonne souvent les gens. On n'a pas de site parce qu'on n'a jamais voulu avoir un site vitrine. J'estime que ça sert à rien. Site vitrine, t'en as 50 000. C'est pas parce que t'as un site vitrine que t'es meilleur que l'autre. Donc on n'a jamais pas de site vitrine.
On a beaucoup d'avis Google. Et après, si tu veux me contacter, bah oui, tu me fais un message sur LinkedIn, tu peux m'appeler sur mon portable. Je sais pas si j'ai le droit de donner le numéro là ou pas. Je pourrais le mettre en description si tu veux. Ouais, voilà, tu peux le mettre en description. Et après, tu me fais un mail, pareil, je réponds à tout. Je suis assez réactif dans le principe. Tu peux me contacter franchement comme t'en as envie, quoi. Très bien. Je mettrai tout ça en description. Merci pour ces éléments, Nicolas. On arrive sur la fin de notre échange. J'ai 3 questions. Je pose à tous mes invités. Donc, c'est parti. La première, est-ce que tu peux me recommander un livre que tu as lu sur la finance ou plus largement qui t'a inspiré dans ce que tu fais aujourd'hui? Pour ceux qui veulent se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, j'ai lu un livre récemment qui s'appelait Apprendre à ne pas être aimé. Alors, le titre est un peu dur, mais vraiment, ça t'apporte une vision différente. Ça te fait comprendre finalement que tu as beaucoup de barrières dans ta tête qui sont très faciles à faire sauter, mais c'est qu'une question de prise. Et donc, je trouve que dans la prise de décision, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans à titre perso, c'est vraiment un livre que tout le monde devrait lire, tu vois. Je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Deuxième question, si tu pouvais revenir en arrière, 10 ans, 15 ans en arrière, quel conseil tu donnerais à Nicolas Pajot? Je lui dirais d'avoir plus confiance en soi, de beaucoup plus croire en soi. Moi, j'ai eu surtout à l'école, tu vois, à l'école, j'étais pas bon, mais bon, j'ai eu une période où c'était un peu difficile, tu vois, j'arrivais pas à mélanger avec les gens, j'étais un peu mis de côté, tout ça, donc tu te renfermes et tu te crées un truc, tu vois. En fait, je me dirais, crois plus en toi, sois plus confiant et t'inquiète pas, mon grand, ça va bien se passer. Et la dernière question, est-ce que tu as une personne, un professionnel de la finance à me recommander que je devrais absolument inviter dans le podcast? Peu importe l'univers, hein. Tu as carte blanche. Quelqu'un que je pourrais te donner qui est très bien. Bah, tu peux avoir un expert comptable qui est pas mal, qui s'appelle Nicolas Moulier. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est d'avoir un inspecteur finalement d'un assureur, sans forcément faire la pub de l'assureur, mais tu vois, pour comprendre le fonctionnement de ces personnes. Donc là aussi, j'ai quelqu'un en tête. Et puis c'est déjà pas mal, quoi. Puis je te dirais ma salariée Audrey, parce que je pense qu'elle a des trucs à dire. 3 recos, c'est déjà pas mal, je note. Ça marche. Merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ou un message que tu voudrais faire passer aux auditeurs avant qu'on clôture notre échange? Alors, sujet qu'on n'a pas évoqué, je pense qu'on a fait le tour, parce que quand même, on a parlé du cabinet, l'investissement, la structuration, LinkedIn, tout ça. Moi, si je devrais dire, tu vois, le mot de la fin, mais ça rejoint un peu tout ce que je t'ai dit, c'est vraiment croire en soi, dire qu'on est capable de le faire, qu'il n'y a pas de bon moment, et que c'est vraiment qu'une question de rigueur et de volonté. Donc, peu importe que ce soit l'investissement ou les projets de vie, fonce, t'inquiète mon grand, ça va bien se passer. On termine sur ce message d'espoir, ça fait du bien dans une actualité parfois morose. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut! Merci à toi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu fais partie de mes plus fidèles auditeurs. Alors je te dis un grand merci. Avant de partir, je te donne 2 to-do. D'abord, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un avis 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast et à te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Ensuite, partage cet épisode à au moins 3 personnes de ton entourage qui sont intéressées par le monde de la finance ou qui ont besoin de s'y intéresser pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour me contacter et accéder à encore plus de contenu, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Je publie chaque semaine 2 posts qui décryptent l'actualité financière. Tu peux aussi t'abonner gratuitement à ma newsletter mensuelle publiée sur Kessel Media. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.